Bon, alors ce chapitre 14 marque un tournant dans la scène, c'est-à-dire ou plutôt une espèce de... Il commence un volume temporel, puisqu'il révèle que tous les chapitres précédents ont été écrits il y a bien longtemps, que ce sont en fait des, des manuscrits, des parchemins du temps passé, précisément du temps de Syracuse, 400, 300 avant Jésus-Christ, et, et qui étaient écrits à la suite de transes, de voyances. Et donc, cette chose-là, on en avait parlé la dernière fois, on avait commencé à parler de cela, ça situe euh, le 14e chapitre, ce chapitre présent, comme ce qu'on appelle le préquel des précédents. Et c'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été avant les premiers chapitres, qui explique ces premiers chapitres, qui les a causés, si on peut dire, mais qui n'est révélé qu'après. Et on verra, pour sauter tout de suite à la fin de ce chapitre 14, on verra qu'en fait, ce préquel est lui-même une fiction, puisque en fait, ce à quoi on assiste réellement dans la scène, c'est à un film. Et à un film qui est, lui, situé dans un lointain futur, qui est situé sur la planète de Asimov, que Asimov décrit au centre de la galaxie. Je pense que c'est quelque chose comme 20 000 ans après notre ère, ou quelque chose comme ça, voire plus. Et que c'est un film qui raconte ce qu'un voyant aurait vu dans l'intermédiaire, si on peut dire, des deux. Et c'est en cela que la scène de ce voyant est effectivement donc un préquel des 13 chapitres qui en fait sont des 13 chapitres d'un film futur. Et ce montage-là, cette espèce d'aller-retour, de jeu avec les dates, en fait correspond à ce que Lacan et la psychanalyse ont appelé le temps logique, ou c'est du moins une expression du temps logique, le présent, si on peut dire, ou plutôt le présent doté de l'inconscient, c'est-à-dire le présent désirant, étant pour Jacques Lacan quelque chose, selon le temps logique qu'il a essayé de formuler, étant quelque chose qui devrait se parler, il le résume comme ça, au futur antérieur. C'est-à-dire que l'inconscient parle du passé, de ce qui a été futur dans le passé, si on peut dire. Donc il y a un jeu entre trois temps qui sont aussi appelés comme le moment de voir, le temps de comprendre, le moment de conclure, l'instant de voir, des choses comme ça, entre l'instant, le moment et le temps et la durée. Ces choses-là composent le discours, ou la mémoire, ou la personne désirante, hein, si on peut dire. Donc, c'est mis en scène, comme ça, dans ce roman, de cette manière. Et là, on est au moment où se révèle l'épisode le plus passé. Mais je vais alors, aujourd'hui, enfin dans la conférence ici, dans le commentaire, rajouter des choses aussi anciennes, au demeurant d'ailleurs, qui sont mes propres bases, écrites vers les années 85-90, au moment où j'allais seulement commencer à parcourir pas mal de connaissances et de documentation pour arriver aujourd'hui à composer une espèce de théorie. Et
À l'époque, donc vers les années 85, voici ce qui se passait. J'avais tenté de mettre sur un graphe le développement de l'humanité, hein, à partir de, disons à partir de, il y a 1 million d'années, parce que si on veut comprendre les temps, mais je le pensais comme ça, hein, si on voulait comprendre l'écologie actuelle par la psychanalyse, il fallait remonter absolument au début de l'humanité pour avoir un tableau aussi large, hein, que cela. Alors, voici ce que ça donnait. À l'époque, j'avais composé ce petit pense-bête, c'était ça. Hein. Voilà, on a ici sur la gauche, vous voyez sur la gauche, voilà, on marque donc, ça c'était la page initiale que j'ai ici mis en rotation et mis à l'horizontale, comme ici. Hein. Donc, ce que ça montrait, nous avons une échelle de temps de 100 000 ans, ici. Cette durée-là, c'est 100 000 ans. Et pour arriver à 1 million, on peut faire des zigzags comme ça, comme un accordéon, quelque chose qui se replie, et on arrive au début de, disons, ici, Homo habilis, et l'invention, la découverte, comme l'on dit, du feu. Mais pendant toute cette période, ce qui s'est passé, pendant à peu près donc plus des 3/4 de cette époque, ce qui s'est passé, c'est la formation du tractus vocal de l'Homo sapiens, c'est-à-dire ici, ce que l'on voit avec un larynx qui est fermé, si on peut dire, et ici un larynx qui est ouvert avec ce qu'on appelle un formant. Mais c'est-à-dire, c'est le fait que, à proprement parler, sans que ce soit imaginaire, on peut dire que la voix, le langage est entré dans le corps comme une chose étrangère, comme une chose extérieure qui occupe le corps d'Homo sapiens. Le tractus vocal est complètement constitué à partir de moins 300 000 ans, c'est-à-dire cette période où je l'ai assuré plus en noir. Alors, on voit que notre période actuelle, c'est ce petit tortillon ici, c'est ce petit machin, qui précisément illustre ces allers-retours, ce futur antérieur, le préquel, le présent, le futur, la science-fonction, etc. Et cette période-là, qui est la période donc est extrêmement brève, sur les 100 000 années que nous avons passées dernièrement, si on peut dire, depuis l'invention du feu. Et on peut voir ce qui s'est passé, ça ce sont des découvertes récentes, sur ces 100 000 ans. Nous avons eu ici, sur cette période comme ça, de 100 000 ans ici, on voit qu'il y a eu une ère, après un volcan, une ère glaciaire qui a considérablement pratiquement détruit, fait disparaître l'humanité, et que c'est dans un moment très très précoce que l'être humain contemporain, Homo sapiens sapiens, enfin, est apparu, où c'est à réhabiter la Terre. Et donc voilà. Donc ce volcan a explosé à peu près à ce moment-là. Là, il y a eu un ère glaciaire. Ici, on voit le métissage avec Néandertal et la fin de Néandertal. Et donc c'est 30 000 ans, 40 000 ans. Donc, si on peut dire, c'est quasiment aujourd'hui. Hein. On est vraiment dans dans des temps extrêmement proches de notre époque. Ce qui fait qu'on va pouvoir comprendre de nos jours, et on va devoir compter avec la connaissance de ces événements
pour comprendre le comportement de l'espèce humaine et de l'industrie, qui est quelque chose qui est apparu quasiment de manière instantanée au cours de ce développement, et dont nous sommes en ce moment donc à la pointe. Alors, je reviens sur le schéma pour cette fois-ci continuer à avancer dans celui-ci. À l'époque, à la même époque où j'avais fait ce graphique, au moment ici de cette étude du futur antérieur, c'est-à-dire de ce temps logique qui était celui qui allait structurer la conscience humaine, j'ai examiné les choses cette fois-ci sur le plan de la migration d'Europa, de la déesse Europa, qui est connue, enfin sa légende, et l'a fait partir de l'Indus, à l'époque, grosso modo, où la civilisation égyptienne débutait, puis elle fait un stade, elle passe par Babylone, et surtout, elle fait une station en Grèce, et ensuite, donc, elle va arriver jusqu'à notre époque actuelle, ici, au Puy-en-Velay. Et à l'époque, c'était à Lyon, c'est-à-dire que c'était pas très loin, c'était en Europe. Ce parcours, on le voit ici, faire ce fameux futur antérieur du fait d'une intervention en Égypte. Et avec l'apparition en Grèce d'Œdipe, de la castration des Hermès, comme on en a déjà parlé, mais aussi de la castration du taureau de Europa, qui d'Inde voyageait sur le dos d'un taureau, c'était son icône, qui, à partir de la Grèce, devient un bœuf, selon certaines variations de légende. Et pour compléter un petit peu cette introduction, toujours à cette époque, et peut-être un tout petit peu plus tard, je faisais ce schéma, par exemple, qui avait l'intention de marquer justement le préquel, ici en jaune, et ce qui est repris pour se situer dans le futur, dans la fiction. La conscience présente étant dans ce complexe mélange entre les deux. Eh bien, ceci était une manière d'illustrer les études d'Immanuel Velikovsky, qui est le psychanalyste qui a identifié Oedipe à Akhénaton, ou réciproquement à Akhénaton à Oedipe, mais qui surtout avait aussi, dans le contexte de ses études, avait proposé ce qui s'est appelé une new chronology, une nouvelle chronologie, où il essayait de marquer ici, ou de théoriser, une superposition, et le fait que les égyptologues datés de 1300 se trouvaient en fait à 1000 avant Jésus-Christ, ou autant que les 1000 avant Jésus-Christ étaient en fait antérieurs, qu'il y avait ici ce que les Grecs avaient appelé l'âge sombre, et c'est-à-dire une espèce de lacune de mémoire historienne. Et Velikovsky fournit assez d'éléments pour être lui-même analysé, consulté, si on peut dire, et pour que l'on puisse, de cette manière, comprendre dans le débat qu'il y aura eu sur l'affaire Akhénaton, Moïse, Oedipe, dans ce débat, l'élément de chronologie et de temps qui aura été redoublé dans
dans la symptomatologie des identifications. Je le dis en bref parce qu'on est un peu loin de la scène, même si évidemment par moment on est loin du roman, mais on peut y revenir. Mais on sait que Freud identifiait Moïse, enfin avait fait une jonction entre Akhenaton et Moïse, mais s'évanouissait quand on parlait d'Oedipe, tandis que Velikovsky, lui, avait identifié Moïse et Oedipe, mais estimait que la vision de Freud concernant Moïse était un hérétique, enfin était hérétique, était honteux, était faux. Enfin, alors, il lui fait beaucoup d'éloges, mais dans son dernier chapitre sur Oedipe, il estime que Freud s'est complètement trompé en allant sur la piste de Moïse. Donc, l'un allait sur la piste de Moïse et ne pouvait pas voir Oedipe, l'autre allait sur la piste d'Oedipe et ne pouvait pas voir Moïse. Et c'est dans dans ce croisement de processus d'identification que l'on retrouve aussi des croisements de références, disons, de ce futur antérieur. Donc tout ça, c'est passé, ça fait longtemps, hein, c'était à peu près c'était en 1990 que j'étudiais ces choses-là et que j'ai fait ces schémas. Et actuellement, nous sommes, donc je reviens ici au schéma, nous sommes au point de la scène. Alors qu'est-ce que nous avons, où en sommes-nous donc sur la question de la scène? La scène, nous montrons ceci. Ça, c'est des éléments de la dernière vidéo. Où, dans la dernière vidéo, sur la base de l'analyse de la linguistique et de la mathématique, de Gödel, où ici on le voyait estimer que les procédés mathématiques étaient issus du cerveau et formaient des signes enchaînés de manière automatique, et qu'il régnait au-dessus une linguistique, si on peut dire. Et sur cette base-là, nous avons pu étudier ou mettre en place cette chronologie, ce temps logique, où on assistait à une formation de la nomination, ici avec un nom sacré, enfin un objet sacré ou tabou, qui permettait de créer un nom, mais du fait d'avoir été initialisé par un objet perdu que l'on appelle un abjet en psychanalyse, lequel était issu d'un refoulement de la scène primitive. Donc on avait coordonné ou formulé, schématisé tous ces procédés, et c'est aujourd'hui donc où nous arrivons à ce paragraphe à ce chapitre 14. Nous sommes ici au moment où, au chapitre 14, nous examinons ce qui se passe spécifiquement ici à Syracuse, c'est-à-dire en Sicile, au moment où la Grèce est à son déclin et où, disons, qu'elle a subi une transformation et où Rome va apparaître. Est-ce qu'il y a des questions, des éléments que nous pouvons... Une petite pause que l'on peut faire et... On peut discuter la question qui l'inconscient ne comporte pas du tout. Oui. L'inconscient est atemporel. Oui.
D'accord. Donc, Maurizio parle de la question de l'intemporalité dans l'inconscient. Alors, ben, c'est une des choses principales hein, de la notion d'inconscient et qui serait, qui pourrait être, qui pourrait sembler contradictoire avec ce que je viens de dire en décomposant justement de nombreux temps dans le montage de l'inconscient. Ceci pourrait les deux points de vue pourraient se concilier si on estime que quand il est logique, c'est-à-dire quand le temps n'est que logique, c'est-à-dire quand il n'y a pas de temps, hein, à ce moment-là, sa logique est celle, c'est très caricatural, hein, mais on peut la résumer comme ça, de ce futur antérieur. Et donc la logique du futur antérieur ou serait en cause dans les expressions, les manifestations du désir et de l'inconscient. Mais dans l'inconscient lui-même, il n'y aurait jamais que ces trois éléments, le passé, le présent et le futur, ensemble, et donc sans distinction. Hein, ce ne serait que par l'émergence de l'inconscient à travers le grill imaginaire que dans ces symptômes ou dans la réalité ou dans l'expression du plaisir apparaîtraient ces compositions en trois instants, moments et temps. Alors, donc, on a parlé du développement de la personne humaine depuis 1 million d'années, on va dire. On a parlé de la migration mythique, hein, mythologique de Europa. Et puis, voici ce que on peut dire plus précisément. Il y a quelque chose là qui fait partie des notions modernes. Enfin récente, hein, de ces quelques années, enfin il y a quelques mois, quelques années, en génétique. En génétique, par exemple, nous voyons ceci, voici une carte actuelle de la génétique où on voit en rouge les Goths, et entre autres particulièrement les Visigoths que l'on retrouve dans les Pyrénées et qui étaient. Et ça, c'est la population, c'est une carte génétique de la population au moment à l'époque de Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Hein. Et on voit que malheureusement la carte ne descend pas, ne montre pas toute l'Afrique ou l'isthme, c'est-à-dire l'Arabie, l'isthme entre l'Eurasie et l'Afrique. Mais on voit en tout cas dans cette petite portion-là d'Israël d'Israël actuel, hein, que l'on verrait, on constate que à l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait en Israël ici, il faut que voilà, il n'y avait ici en Israël, il n'y avait pas d'Hébreux. Les Hébreux étaient soit en Turquie, soit en Grèce et en Italie, ou bien dans les Pyrénées. Donc, on se rend compte que notre période actuelle, notre compréhension par exemple de Syracuse, si on doit en tirer ou nous baser dessus pour comprendre ce qui s'est passé de scientifique dans l'explosion de l'humanité actuellement, donc on voit que nous devons compter avec des migrations et que ce qui fait le jeu de ces migrations, c'est soit par exemple ces Hébreux qui viennent sur Israël après Jésus-Christ, ou bien leur sortie. Ce sont des migrations, des croisements migratoires qui ont eu lieu sans cesse depuis des centaines de milliers d'années au cours de ces glaciations, Alors, ce croisement,
on peut le schématiser de manière très radicale comme ça, comme deux flèches croisées. Et l'intérêt que ça présente de schématiser les choses à ce point-là, c'est que nous avons dans ce double triangle comme ça, nous avons, et nous pouvons exploiter le schéma de Lacan, de Jacques Lacan, comme la manière dont Jacques Lacan schématise la pulsion. Comme alors, dans le schéma de ces deux triangles-là, ce n'est pas un schéma temporel. Ce graphe illustre une topologie. D'un côté, il y a le tableau, et de l'autre côté, il y a l'image. La rencontre du tableau et de l'image étant la base, ou étant la fondation, ou étant l'élément, l'organisation de la pulsion scopique, du regard. Donc, ce double croisement, pour Lacan, a été employé dans un de ses séminaires pour faire une analyse de la pulsion scopique du regard. Et nous pouvons l'appliquer, nous, ici, en tout cas, c'est une proposition que je fais, c'est d'appliquer ce qui, ici, serait donc par exemple, le tableau ici et l'image, ou à l'inverse, hein, puisque ces phénomènes sont tout à fait transitifs. Donc, on peut l'appliquer aux phénomènes migratoires, c'est-à-dire aux représentations, à la mémoire, par exemple. On peut certainement l'appliquer à la mémoire parce que ce double triangle qui, s'il est censé représenter la fonction scopique, nous rappelle que l'art de la mémoire a été inventé par le poète Simonide dans son analyse du maître qui s'appelait Scopas, et dont on retrouvera la fonction du regard dans la surveillance plus tard, à Syracuse notamment. Alors, un détail, qui n'est pas des moindres, c'est par exemple cette zone, ce losange. Lacan va l'appeler, par ailleurs, dans d'autres termes, il va l'appeler un poinçon. Or, ce poinçon, puisqu'un poinçon, c'est comme ça un losange que l'on fait sur une pièce de métal, par exemple, pour Lacan, ce poinçon est plutôt fait comme un croisement. Ici, il y a un bord, nous avons là un autre bord, et on voit qu'en fait, si on ferme les choses, c'est pas en triangle qu'on le fait comme ça, mais je le fais comme des ronds. On voit que ces deux anneaux, ces deux ronds, vont être entrelacés, et c'est cet entrelacement que Lacan décrit comme ou attribue ou assigne ou distingue dans ce poinçon. C'est donc une surface, mais c'est en même temps quelque chose de chronologique, puisque c'est un côté qui passe sur l'autre, hein, et qui se croise d'une certaine manière. Qu'est-ce que nous faisons en racontant tout ça? Nous faisons deux choses. Si nous revenons à nos procédés de nomination, on va voir que l'on va retrouver dans ce poinçon, ici, la représentation effacée, par exemple, et l'autre qui va être nommé, dans un sens ou dans l'autre des migrations, hein, et que au centre il y a dans ce poinçon ce qu'on a appelé les pièces. Nous pouvons voir aussi, lorsque nous le plaçons sur la carte géographique,
avec la Sicile, enfin la relation entre la Sicile et la Grèce au centre, nous pouvons replacer ici les phénomènes que nous avons décrits à la vidéo précédente. À savoir que ici, la flèche en bleu, que je recouvre de rouge, parce que mon crayon est rouge, mais cette flèche en bleu indiquait qu'Athènes avait été fondée par Thésée, mais initiée par Oedipe, et que Oedipe étant Akhénaton très probablement, c'était l'Égypte qui était venue faire cette initiation. Et quelques siècles plus tard, Athènes revient vers l'Égypte, puisque après sa chute politique, son échec politique, elle vient en Égypte faire avec les Ptolémées et occuper pendant quelques siècles l'Égypte qu'on va appeler à ce moment-là ptolémaïque, avec les pharaons, les rois grecs ptolémées. Mais dans cet aller-retour, c'est passé au moment du reflux, si on peut dire, c'est passé un exode qui a été en Sicile, et cet exode, plus tard, ira faire Rome. Lequel Rome va revenir ensuite battre et soumettre, si on peut dire, les Ptolémées, hein, c'est-à-dire les nouveaux Grecs. Alors, nous voyons ce que là où nous étions arrivés. Pourquoi est-ce que le chapitre 14, enfin quel est l'esprit du chapitre 14, c'est qu'avec tous ces éléments que je viens de donner comme ça, le chapitre 14 énonce ou décrit comment ici ce qu'on que l'on peut appeler un programme, c'est-à-dire la divulgation biblique par Moïse, la délivrance de l'écriture, ce programme va aboutir à la cybernétique et va faire ça en quelques siècles par l'intermédiaire de ce qu'on appelle une application. L'application, c'est le terme que l'on emploie actuellement pour appeler le petit outil que l'on met sur son appareil et qui donne de l'esprit ou qui fait marcher la cybernétique. Cette application, elle a été créée par un programme, hein. Donc, nous avons ces 3 épisodes où nous pouvons voir le lieu de Syracuse comme on va le comparer à cette application. On le compare à cette application dans le sens où nous réutilisons la formule de la nomination que l'on place dans ce croisement pulsionnel, hein, et ce que l'application ici désigne, je le mets ici, comme ça, ce que l'application désigne, ce sont ces pièces. Ces pièces, c'est-à-dire, c'était ce qui restait de l'effacement de la scène primitive. On avait appelé ça des pièces. Alors, nous sommes arrivés à l'énigme principale, si on peut dire, du chapitre 14. Qu'est-ce que c'est que ces pièces qui vont être ensuite combinées qui vont être assemblées pour opérer l'événement cybernétique des temps présents et qui font l'intermédiaire entre la programmation de l'Akhénaton Moïse Oedipe et la civilisation, le moment de la civilisation actuelle. Est-ce qu'il y a des questions là
sur ce chemin très... On fait des bonds de cabri, j'ai l'impression, ou bien on tourne, on piétine. Est-ce qu'il y a des questions, des choses à éclaircir? Est-ce que je continue? Je vais continuer. Mais faire une petite parenthèse avant de revenir au schéma. Revenir à ce chapitre 13, on voit que Tirésias est un voyant aveugle, c'est le classique Tirésias que l'on retrouve dans la légende, les légendes. Et il a écrit 13 chapitres, il a eu 13 visions qui lui semblent un petit peu, enfin qu'il a pu décrire comme ça, et qu'il a, à la demande de Platon, parce que Platon a visité Syracuse, et donc après la mort de Socrate, il espérait que ce qui avait été raté à Athènes pût être fait à Syracuse, mais ça n'a pas très bien marché. Mais avant Platon, qui, on peut dire, représente la fin de l'expérience d'Athènes et son échec et sa tentative de la poursuivre, avant cela, il est à l'origine d'Athènes. Et à l'origine, il convient, il y en a peut-être d'autres, mais enfin il y en a un principal, en tout cas celui qu'en psychanalyse on peut vraiment désigner, c'est Simonide de Chéos, qui fait partie des premiers Athéniens. Et Simonide de Chéos invente ou découvre l'art de la mémoire, ou en tout cas le divulgue, et il aura visité aussi, en son temps, il aura aussi donné ses directives, et il aura participé à la personnalisation, à l'instrumentation de la politique syracusienne. Et donc Tirésias, lui, va arriver au terme de ces 13 chapitres. Il va, dans le chapitre 14, montrer 3 domaines, 3 dimensions où il est dépassé par lui-même. Il ne comprend pas ce qu'il dit, ses visions le dépassent. C'est la question de la génétique, et particulièrement du nom du père. Tirésias n'a pas du tout d'instruments ou de connaissances et d'instruments qui lui permettent de comprendre d'où vient et à quoi correspond la tradition dans certaines zones de la Méditerranée de transmettre de père en fils le nom, ou de marquer une linéarité masculine, c'est-à-dire une filiation paternelle de père en fils. Il n'a pas d'éléments pour affirmer que cette chose est éthique, écologique et culturelle. Et c'est simplement quand on connaît la génétique qu'avec le chromosome Y, bien entendu, on donne une raison biologique à cette ancienne coutume, qui n'est donc pas simplement celle d'un machisme ou d'une domination particulière. Au demeurant, une fois que la génétique a compris ça, ou a révélé la fonction du patronyme, il apparaît aujourd'hui qu'on peut s'en passer, puisque précisément on connaît la génétique, on n'a plus besoin de cette espèce de fanion qui indiquait ce qui se passait dans la biologie inconnue. Mais donc ça, Tirésias ça le déroute de voir que dans ses visions on parle du nom du père, et il est aussi dérouté par la linguistique et le fait que l'on parle d'une langue à 3 significations. Il est dérouté parce qu'il ne sait pas que la lettre est organisée, enfin celle qui est divulguée par Moïse,
est organisé en 3 dimensions, le semblant, enfin ce que les herméticiens appelaient le cachant, entre le signifiant et le signifié. Et donc, l'écriture que les temps modernes, enfin, que je propose d'appeler trubique, enfin, dans le roman, elle s'appelle comme ça, est quelque chose que Tirésias ne peut pas comprendre. Lui, il comprend les choses, il comprend la signification de la négation par le secret ou par la tyrannie, c'est-à-dire l'assassinat, la mort. Et puis la troisième chose qu'il ne peut pas comprendre, c'est l'électromagnétisme. Ça, on en reparlera, quoique on a déjà quelques informations pour ça. Ça se passe dans cette machine de Hieronymus. On a vu que c'était le signifié quand il devenait tabou, sacré, et qui était nommé, c'est-à-dire les plans d'une machine. On en a beaucoup parlé avec le plan de la bombe atomique, etc. Bon. Donc, voilà pour ce que Tirésias ne pouvait pas savoir et ce qui le trouble. Et ce que l'on peut voir à notre distance, à notre situation actuelle, contemporaine, quand on regarde maintenant Syracuse, on peut voir ce qui était en possession ou ce qui était accessible à Tirésias, c'est-à-dire ce que l'on a appelé ici les pièces. C'est-à-dire que Tirésias était opéré ou vivait, était dans un monde syracusien, on le voit ici, à l'endroit de Syracuse, un monde où se trouvaient ces fameuses pièces dont nous avons parlé depuis longtemps sans encore dire de quoi il s'agissait. Alors ces pièces, on va les trouver lorsqu'on va reprendre notre petite histoire du modèle optique de Jacques Lacan. On va avoir l'impression de passer sur toute autre chose, mais en vérité, nous allons les retrouver là. Je donnais l'impression de repartir à zéro, en rappelant que le modèle optique de Jacques Lacan est une chose qui, par ses élèves, n'a jamais été étudiée, reconnue, théorisée, expliquée comme la caverne de Platon. Pourtant, c'est exactement la caverne de Platon, où nous avons ici les prisonniers devant une concavité. Évidemment, Lacan va dire que cette concavité est un miroir. Mais avant cela, si nous songeons simplement à la caverne de Platon, nous apprenons qu'elle est constituée de cette forme de prisonnier à l'intérieur d'une caverne, et qu'il y a à l'entrée de la caverne un muret derrière lequel sont cachés des porteurs de figurines, de symboles, de lettres ou de marionnettes, et que ce sont ces ombres qui sont projetées dans la caverne. Il y a un philosophe qui est dans l'assemblée, ici dans l'assistance, qui me dira si je me trompe. Le petit détail que Platon ajoute dans sa caverne, il le dit, c'est rapidement dit, je crois, ou écrit, mais c'est le fait que les prisonniers ici ont l'impression que les ombres ici de figurines, mais ont l'impression que ces ombres parlent parce que les porteurs de figurines, eux parlent et leur voix résonne à l'intérieur de la caverne. Ce qui donne une âme pour les prisonniers, ceci étant compris comme donnant une âme ou faisant l'âme des images, des ombres. En tout cas, c'est comme ça, c'est ce que j'ai lu dans la caverne de Platon. Et c'est ce que les lacaniens n'ont pas lu, alors je me suis peut-être trompé, mais
en tout cas, ce qui se passe, c'est que Lacan ne va pas parler du tout de production par cet endroit, ce chiasme-là, ces deux miroirs. Ces deux miroirs sont inertes, ce sont des miroirs, mais il va mettre le procédé, ou l'origine, il va initialiser le procédé à partir de la lumière, et du fait que les prisonniers, leur image va se répercuter pour faire une image réelle, laquelle peut être vue par un sujet effacé, soit directement, mais enfin par l'intermédiaire d'un miroir. Donc, nous observons, on peut voir une grosse différence. On a l'impression de voir une grosse différence, une grande différence entre Platon et Lacan, puisque Platon parle surtout d'ombre et accessoirement de son, de points sonores, et Lacan ne parle pas d'ombre, il ne parle que de sources lumineuses et de miroirs. Cependant, si je reprends maintenant, il me reste 10 minutes, si je reprends un petit peu l'histoire de Syracuse, de ce que j'en ai relevé, de ce que j'en ai relevé de cette histoire-là, c'est que Simonide de Kéos y est venu au moment où c'était encore un camp de dissidents, une espèce de lieu d'exil. Et il avait appris l'art de la mémoire au banquet de Scopas, c'est-à-dire au banquet de la pulsion scopique. Il y a eu à cette époque, je crois, on me corrigera peut-être, mais je pense que c'était au début, dans cette période où Athènes était encore donc en plein développement, c'est à ce moment-là qu'apparaît Hieron, H-I-E-R-O-N, qui est considéré dans l'histoire comme le créateur de la première police secrète, si on peut dire. C'est la légende, hein. Mais on attribue la police à Hieron, c'est-à-dire la surveillance. Puis, les Syracusiens continuent à s'organiser comme une terre, enfin en tant que terre d'exil, c'est-à-dire probablement dans des conditions assez difficiles d'organiser un État politique. Puis on sait que Athènes va capoter et précisément va une bonne partie, enfin Platon va reporter ses espoirs sur Syracuse. Et il y avait à ce moment-là le tyran de l'époque, c'était Denis. Et l'histoire se souvient d'une caverne qui était un lieu légendaire ou réel, mais enfin certainement, on le retrouve encore, c'est l'oreille de Denis. Et Denis mettait ses prisonniers dans une caverne, dit-on, dans des caves, qui étaient phonétiquement organisées de telle sorte qu'ils pouvaient entendre à distance, en étant cachés, dans un autre lieu, ils pouvaient entendre, comme par le téléphone, ils pouvaient entendre ce que les prisonniers disaient, ils pouvaient comme ça les surveiller, et du fait de la résonance particulière que cette caverne, que l'on retrouve, que les touristes peuvent aller voir en Sicile, ça s'appelle l'oreille de Denis, et on raconte que les prisonniers étaient logés là, et ça permettait de surveiller leurs conversations. C'est aussi repris dans, c'est la 7e lettre, je crois, de Vantilia Hori, qui a fait un livre là-dessus, et donc qui me l'a appris, cette chose-là. Donc, on voit qu'on a la pièce, une des pièces du modèle de Platon, du modèle optique de Lacan. Cette pièce qui ensuite va être effacée et qui va être remplacée par la lumière. Mais la résonance
dans la caverne, la résonance sonore, la pulsion de la voix, ou l'objet vocal, le formant qui habite le tractus vocal d'Homo sapiens, hein, que cet élément est actif à Syracuse dans les opérations de gestion de la psychologie collective, et c'est-à-dire de la police et de la tyrannie à l'époque. Puis, donc c'est ça, ce que j'appelle les pièces, les éléments, qui ensuite vont être repris au temps moderne pour faire notre théorie cybernétique. Mais à l'époque de Tirésias, de notre roman, mais à l'époque de Syracuse, les gens n'en avaient que les outils, que les morceaux, si on peut dire, que les éléments, c'est ce que j'ai appelé ces petites applications qui allaient servir, dans lesquelles le programme allait se composer pour ultérieurement faire la cybernétique. Alors y a-t-il une autre pièce? Ben, évidemment, on voit une autre de ces pièces. C'est ensuite, après, quelques siècles encore après, nous avons Archimède. Et Archimède qui est connu, lui, pour faire pour armer sa ville de miroirs concaves qui vont mettre le feu aux navires susceptibles d'attaquer la ville. Bien sûr, ça aussi, on pense que c'est une légende, qu'évidemment Archimède n'a jamais pu construire ces immenses miroirs qui mettraient le feu aux navires qui rentreraient dans le port. Mais néanmoins, c'est le témoignage que cette pièce, que cet élément, qui ensuite sera repris dans le modèle optique, c'est-à-dire de la concentration de la lumière, de l'image, était quelque chose que les Syracusiens connaissaient. Mais ils n'en avaient pas encore fait usage cybernétique, ils n'avaient pas encore utilisé ces pièces de la résonance sonore, de la pulsion de la voix, et de la concentration de l'image dans le miroir concave, ils ne les avaient pas encore utilisées pour expliquer la cybernétique, c'est-à-dire le terme de l'application dont il n'était que le lieu de rassemblement de ce que j'ai appelé les pièces. Donc voilà, là il reste 5 minutes de cette chose, de ce commentaire sur le chapitre 14. Est-ce qu'il y a des questions, ou bien si j'ai oublié quelque chose qui serait bienvenu pour encore mieux renseigner sur ce chapitre, parmi ceux qui l'ont lu? De la linguistique et de la notion du temps, et ça me faisait penser à la langue chinoise en fait, dans laquelle la notion du temps est extrêmement différente que la notion du temps en français, en linguistique française. Ça me posait question du coup, parce que ça change aussi leur perception du temps en Asie, étant donné qu'il n'y a pas
en linguistique française, on découpe vraiment le temps Mhm. en futur antérieur, passé composé, enfin passé du passé, etc., ou futur du futur, etc. Mais en Chine, il n'y a que trois temps, et encore, c'est le passé, le futur et le présent. Mais ils ne sont pas caractérisés par une grammaire très spécifique, ce n'est pas découpé, etc. C'est vraiment simplement un symbole qui va déterminer si la phrase se passe maintenant, se passe dans le passé ou se passe dans le futur. Voilà, je pensais à ça. Je me demandais à quoi ça me faisait penser. Il y a eu une influence énorme dans le développement de la culture européenne, parce que les contacts entre les Occidentaux et les Chinois, et spécifiquement la période Ming, ça donne ici exactement un questionnement profond de cette culture basée sur ces divisions, sur ce type de classement, parce que les romantismes allemands, Nietzsche, vont se nourrir absolument énormément. Même l'art moderne vécu en Europe, qui va déboucher un peu dans l'impressionnisme, et tout ça est très influencé par ces échanges qui se font exactement par des prêtres jésuites. Oui, ce que je suggérerais en conclusion, c'est d'examiner, parce que là, on vient de dire que les trois temps sont épinglés d'un symbole. Enfin, les phrases chinoises, selon ce que j'ai compris, les phrases chinoises sont épinglées d'un symbole qui va indiquer s'ils sont passés, présents ou futurs. Et la suggestion que je fais, c'est que la lettre occidentale, on va l'appeler comme ça, ou alphabétique, elles peuvent toutes être alphabétiques, mais enfin celle de l'Occident, celle qui pénètre Syracuse, c'est que ce symbole lui-même est de formation, comporte l'algorithme. Et ce symbole lui-même est un algorithme chronographique, c'est-à-dire qui marque le temps. Ce n'est pas un symbole qui est fait pour indiquer, pour épingler tel ou tel élément, pour dire s'ils sont passés, futurs ou présents, mais ce symbole-là comporte les trois temps. Je dis ça et j'ajouterai une chose dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais qui indique la complexité ou la particularité du symbole qu'on va appeler donc occidental. C'est que donc cela a été débattu entre Champollion et Fabre d'Olivet, à savoir d'établir ou de définir, d'estimer si la nature, si la lettre était simplement quelque chose d'arbitraire, ou si elle représentait quelque chose, si c'était une image. Et il y a lieu de penser, d'estimer que les lettres alpha, bêta, gamma ou A, B, C, D, que les lettres de notre alphabet que l'on connaît, soient des ombres, on les appelle chinoises, soit des ombres chinoises. Ici par exemple, là je fais O, mais si je le mets en biais comme ça, on va voir simplement un I. Donc, c'est une forme, il y aurait une forme qui, selon les orientations en ombre chinoise, dessinerait les lettres hébraïques. Ça, c'est l'hypothèse de Fabre d'Olivet. Fabre d'Olivet, à l'époque de Champollion, n'avait pas été jusqu'au fait de dire que les lettres hébraïques étaient toutes les ombres chinoises d'une même forme. Il pensait que c'était des images, des hiéroglyphes, comme des hiéroglyphes secrets. Et le secret de ces hiéroglyphes serait que
donc ils sont tous, ils sont originés d'un même, d'une même forme, une espèce de spirale alambiquée que l'on peut construire en 3 dimensions. Bon, voilà, je terminerai là-dessus, pour